Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue sur Sika. La province du Sinaï en Égypte sera bientôt valorisée. Le gouvernement entend y investir 15,3 milliards de dollars. La BAD et la FAO unissent leurs forces au profit de l'agriculture en Afrique. Elles se sont engagées à mobiliser jusqu'à 100 millions de dollars sur 5 ans. Enfin, le secteur du tourisme a généré 438 millions de dollars de revenus en 2017 au Rwanda. Il s'agit d'un résultat en deçà des attentes du gouvernement. Au cours des 4 prochaines années, le gouvernement égyptien entend investir 275 milliards de livres égyptiennes, soit environ 15,3 milliards de dollars dans la province du Sinaï. C'est dans le cadre d'un programme destiné à renforcer le développement des provinces quelque peu délaissées, telles que le Sinaï et la Haute-Égypte. Dans le cas précis du Sinaï, les projets de développement vont inclure des fermes piscicoles, un lac naturel, une zone industrielle ainsi que 10 nouvelles routes. Les projets comprennent également 15 hôpitaux ainsi que la mise à niveau de 53 écoles et universités. Déjà, quelques projets ont démarré dans la région. Il s'agit de 5 projets de mise en valeur des terres et de 54 projets d'approvisionnement en eau. La Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture se donnent la main pour booster l'agriculture sur le continent africain. Les deux parties se sont engagées à mobiliser jusqu'à 100 millions de dollars sur 5 ans afin de soutenir les activités communes. Le projet vise à éradiquer la faim et la malnutrition et œuvrer à la prospérité sur le continent. La Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO renforcent leur collaboration. C'est à travers la signature d'un accord destiné à mobiliser 100 millions de dollars sur 5 ans en faveur du secteur agricole en Afrique. L'objectif visé est d'améliorer la qualité et l'impact des investissements dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la protection sociale, de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et du développement rural. La collaboration entre les deux institutions dans la mise en œuvre du projet témoigne de leur engagement commun à accélérer l'exécution du programme de grande qualité et à accroître les investissements dans les partenariats publics-privés dans le secteur agricole en Afrique. Plus précisément, l'assistance technique de la FAO couvrira des domaines tels que l'intensification et la diversification d'activités agricoles durables, le développement à plus grande échelle des innovations dans les chaînes de valeur, l'implication des jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire, les statistiques agricoles, l'agriculture intelligente adaptée au changement climatique, la croissance bleue et l'économie bleue, la sécurité alimentaire et la nutrition, la filière agroalimentaire, la sécurité alimentaire et les normes, l'autonomisation économique des femmes, la promotion soutenue des investissements privés, la résilience et la gestion des risques, ainsi que le renforcement des capacités des États en transition. La mise en œuvre du projet va démarrer avec un apport financier initial des deux institutions qui pourrait s'élever jusqu'à 15 millions de dollars. Direction maintenant le Mozambique. Le Mozambique qui a décidé de tourner dos à l'importation de sucre raffiné d'ici 2019. Ceci grâce à la construction d'une raffinerie de sucre dans la province de Maputo, laquelle raffinerie permettra de satisfaire la demande locale dès son entrée en phase d'exploitation. Elle devrait produire environ 80 000 tonnes de sucre par an. Il faut dire que l'industrie de transformation du sucre a amorcé une nouvelle dynamique au Mozambique. Le nombre d'usines de transformation de sucre dans la région passe bientôt de 2 à 3.
Et puis au Rwanda, le secteur du tourisme a généré 438 millions de dollars de revenus en 2017 contre 404 millions de dollars en 2016, ce qui correspond à une hausse de 7,76%, une hausse cependant en deçà des objectifs du gouvernement rwandais qui était de 440 millions de dollars. Le secteur touristique n'a pas comblé les attentes au Rwanda en 2017, bien qu'ayant généré 438 millions de dollars de revenus contre 404 millions en 2016. Le tourisme rwandais a affiché en 2017 un bilan en deçà des objectifs qui lui étaient fixés. Les recettes engrangées ont essentiellement été réalisées par les voyageurs d'affaires qui ont rapporté la plus grosse part des recettes avec 33%, suivi des visites avec 29%. Les vacanciers ont quant à eux engrangé 27% des recettes. S'agissant de la provenance des voyageurs, ceux de la communauté d'Afrique de l'Est ont généré les revenus les plus élevés, 25%, suivis de l'Europe, 22%, et du reste de l'Afrique, 21%. En ce qui concerne les attractions du pays, le parc national des volcans représente une partie importante des revenus avec 17,1 millions de dollars, soit environ 90% des recettes des parcs, bien qu'il n'attire que 38% des visiteurs, suivi du parc national de l'Akagera qui a généré environ 1 million de dollars après avoir attiré environ 40 000 visiteurs en 2017. Dans l'ensemble, le tourisme rwandais devrait maintenir sa trajectoire de croissance en 2018 en s'appuyant sur des facteurs tels que l'amélioration des régimes de visa, la sécurité et les investissements dans les infrastructures hôtelières. De même, l'accord de sponsoring signé en mai 2018 entre l'équipe de football anglaise Arsenal Football Club et le gouvernement rwandais devrait rehausser de manière significative l'image du pays au niveau mondial. Cap maintenant sur la deuxième et dernière partie de ce journal de l'économie. On commence dans un instant avec Casimir Pridion. Bienvenue à vous, Casimir Pridion, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Zimbabwe pour parler relance économique. C'est bien ça Inès. On a décidé donc de s'intéresser aujourd'hui à l'économie du Zimbabwe. Quelques mois après la destitution de l'ancien chef d'État, Robert Mugabe, qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui l'économie de ce pays? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le pays? Est-ce que la jeunesse pourra-t-elle véritablement reprendre son activité? Est-ce qu'aujourd'hui, le taux de chômage qui avoisine les 100% au niveau de ce pays, soit 90%, pourra donc être corrigé? Voilà un peu ce à quoi nous allons nous intéresser pour le compte donc de cette deuxième rubrique du journal de l'économie. Alors, que comprendre par l'expression « Open for Business » du nouveau régime de Zimbabwe? C'est le cri de ralliement des investisseurs étrangers lancé donc par le nouveau président. Je veux parler donc d'Emmerson Mnangagwa au soir de sa prise de service au niveau du pays. En effet, le nouveau dirigeant, le nouveau homme fort du Zimbabwe a décidé de tourner définitivement dos à cette politique d'austérité, jadis appelée la loi de l'indigénation, qu'avait installé le gouvernement de Robert Mugabe pour empêcher les investissements étrangers. Aujourd'hui, le Zimbabwe a véritablement s'est donné à l'international pour attirer beaucoup d'investisseurs. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que la mayonnaise prend du temps à véritablement prendre cas les investisseurs jadis qui affluaient il y a de cela une quinzaine d'années, ne sont plus ouverts à ce pays-là, et il va falloir redoubler d'ardeur en ce qui concerne l'offensive économique mais aussi diplomatique pour séduire davantage certainement d'autres partenaires, ou pourquoi pas faire revenir ces investisseurs. La mission n'a pas été du tout concluante pour les 6 derniers mois pour le nouveau régime, et j'espère bien qu'après l'élection présidentielle qui a eu lieu il y a quelques mois encore, le pays pourra relancer véritablement sa diplomatie économique afin de pouvoir relancer son économie. En tout cas, il y a encore un peu d'espoir en ce qui concerne cette relance économique. Alors, Casimir Pridion, qu'est-ce qui a concrètement changé aujourd'hui au Zimbabwe depuis le départ de Robert Mugabe? Alors, ce qui a véritablement changé, c'est l'ouverture du pays sur le monde extérieur, notamment au niveau des investisseurs. Il faut déjà dire que la compagnie aérienne a été la compagnie nationale
du pays a été donc ouverte sur l'international avec une possibilité d'investissement au niveau de l'étranger, même si on note encore quelques couacs au niveau donc de la destination, c'est déjà des avancées qu'on peut noter. L'autre chose qu'on pourra donc mettre à l'actif donc du gouvernement actuel, c'est l'envie donc de réduire les données macroéconomiques, notamment en ce qui concerne la dette intérieure du pays, qui, il faut le dire, s'affichait autour de 1,5 milliard de dollars selon donc les comptes laissés par Robert Mugabe. L'autre chose qui a aussi changé, c'est l'envie donc du pays de sensibiliser, d'éduquer, mais aussi de donner un souffle nouveau à sa jeunesse en ce qui concerne donc la reprise en main des secteurs clés tels que l'agriculture au détriment donc du secteur minier, car il faut le dire, les Zimbabwéens sont beaucoup plus attirés vers les champs miniers que vers l'agriculture et les autres secteurs tels que le TIC, mais aussi le secteur des services, les banques et autres, qui pourront véritablement donner un souffle nouveau à l'activité économique au niveau du pays. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter, et ceci permet au gouvernement d'annoncer donc pour le compte de l'année 2018, et ceci est en train d'être réalisé, un taux de croissance économique de l'ordre de 4,5% pour le pays. Alors, Kazmik Bedian, à quand véritablement une ouverture globale de l'économie du Zimbabwe à l'international? Ce n'est pas pour demain, car selon donc les données du FMI et de la Banque mondiale, même si le pays s'ouvre de plus en plus à l'international, il faut déjà dire que le secteur minier reste encore prépondérant à la collaboration entre les fermiers locaux, et donc 51% donc des capitaux à l'investissement restent encore domestiques, et le pays ne pourra pas se développer avec une telle mentalité. L'or et surtout les autres ressources du sous-sol restent encore sous l'emprise donc des investisseurs locaux. Ceci n'est pas favorable à une économie véritablement libérale. Il va falloir que les nouveaux gouvernants puissent penser aussi la question pour que véritablement l'économie puisse reprendre du souffle. Finalement, Kazmik Bedian, quelles sont les chances du Zimbabwe de réussir une croissance inclusive? L'éducation, la santé et certainement l'ouverture du secteur minier. Mais au-delà de ça, il va falloir véritablement que le gouvernement puisse définir une politique de lutte contre l'austérité que jadis on reconnaissait donc au Zimbabwe. Au-delà de tout ça, il va falloir compter aussi sur la collaboration régionale, c'est-à-dire des pays donc comme l'Afrique du Sud devront donc composer beaucoup plus avec le Zimbabwe. La Zambie, par exemple, devrait également composer pour que véritablement les échanges intra-pays puissent être une réalité au niveau du pays. Il y a aussi la multiplication donc des accords entre les universitaires pour que véritablement l'éducation puisse être améliorée au niveau du pays, car aujourd'hui la mentalité des Zimbabwéens reste encore introvertie, il reste encore sur le champ minier. Il va falloir corriger tout ceci. Je crois qu'avec un peu de chance, voilà, j'y arrive, les tout prochains mois, voire années pourront être véritablement les années donc de la relance économique au niveau du pays, car 15 ans donc d'austérité n'est pas donc à corriger en si peu de temps. Alors finalement, Kazmik Bedian, qu'en est-il du taux de chômage dans le pays? Est-ce que le fossé sera comblé rapidement? Il serait difficile de quitter 90% pour espérer 50%, mais le pays doit travailler pour corriger la mentalité. Je crois qu'il y a encore de l'espoir pour cette jeunesse-là. Il faut réorienter les choses, il faut éduquer, et je crois que les jeunes pourront comprendre, et l'État aussi pourra davantage attirer les investisseurs pour que la jeunesse puisse trouver son compte. Autrement dit, Mnangagwa a du travail devant lui. Il me semble qu'il a un peu du pain sur la planche. Merci beaucoup, Kazmik Bedian. Merci donc d'être venu nous parler de l'économie zimbabwéenne. Rendez-vous mercredi dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous et à la prochaine.